Bonjour à tous, on est pas en direct, c'est une émission qu'on a enregistrée il y a quelques semaines. On est avec l'impulsion de Martine Donnet qui a pensé cette émission. Martine Donnet, vous la connaissez pour les lecteurs de Nexus. Pour ceux qui arrivent sur Nexus, c'est un média indépendant où ici justement on s'intéresse à la corruption et vous allez voir quand on parle de corruption, quand on n'est pas payé par des superpuissances financières ou par l'État, ça ressemble à complètement autre chose. Mais aujourd'hui, ça va être différent, puisque pour rappel, Martine Donnet et Claude Diot, eux, s'intéressent euh, comment les grandes surfaces s'installent illégalement sur le territoire, souvent avec la complicité des préfets et des maires. On va d'ailleurs préparer une émission sur les représailles de quand on attaque les institutions, comment les institutions attaquent la population après. Ça va être passionnant. Aujourd'hui, on est là avec, vous voyez, plein d'invités. Il y a Philippe Grégoire que vous connaissez aussi, qui est un petit peu notre référent, notre porte-parole sur les agriculteurs à Nexus, qu'on adore. Et on va être là avec Monsieur Stéphane Bernard, qui a un projet. Martine, est-ce que tu peux nous présenter Stéphane? Pourquoi c'était important pour toi de l'accueillir aujourd'hui et de faire cette émission tous les quatre? Alors, déjà merci de faire cette émission. Alors, c'était important pour nous, cette émission pour mettre en avant qu'est-ce que la dicrimocratie, qui devrait être un mouvement national pour arriver à regrouper tous les problèmes que l'on rencontre. Et si aujourd'hui on rencontre tous ces problèmes, c'est qu'il n'y a pas de démocratie, c'est-à-dire qu'ils prennent tous des décisions au-dessus. Ils n'en ont rien à faire de ce qui se passe sur le terrain, que ce soit les commerçants, que ce soit les paysans, que ce soit les artisans et que ce soit même les élus locaux, parce que les élus locaux qui sont dans l'opposition rencontrent d'énormes difficultés à pouvoir avoir de la transparence vis-à-vis des élus qui sont déjà en place. Donc, nous, on a... C'est quoi la dicrimocratie? Rappelle juste la dicrimocratie, ce que c'est quand tu en parles. C'est Stéphane qui va nous expliquer ce que c'est la dicrimocratie, parce que c'est à son initiative. Donc, nous, on est hyper contents déjà que ça va se mettre en place. Et on est surtout contents, c'est de pouvoir se réunir avec des gens apartisans et qui ne prêchent pas pour leur paroisse, mais qui prêchent pour la transparence et pour que les élus deviennent vertueux vis-à-vis des citoyens. Donc, merci à Stéphane s'il veut bien nous expliquer la dicrimocratie. Merci Martine de cette introduction. Bonjour Romain et merci de cette invitation sur Nexus, grand média indépendant que nous respectons hautement. Merci et encore bonjour à Philippe, avec qui je travaille en ce moment presque tous les jours. On s'est au téléphone de façon régulière. Alors la dicrimocratie, c'est un dicrime, plus loin ocratie, c'est un mot qui colle. Le dicrime, qui est un document d'information des risques majeurs, qui s'inclut dans le PCS, c'est le plan communal de sauvegarde. Rassurez-vous, tout ça va être très simple et très facile à comprendre, même s'il y a des acronymes, et il est accolé au mot démocratie. Alors, ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Rendons à César ce qui est à César, et notamment à notre ami Alexandre Boisson de SOS Mer, qui est le co-appelant, qui est aussi proche de la MDF, l'association des mairies démocrates de France, qu'on m'a gentiment confié la présidence. Et donc, j'essaye de représenter et d'être à la hauteur de la tâche qu'on m'a confiée. C'est une association de citoyens pour les citoyens. Et nous essayons d'éveiller nos concitoyens, justement, sur leur pouvoir intérieur et leur capacité simplement de pouvoir dire non de façon ferme et déterminée et comprendre que nous avons des possibilités d'action. Et dans ce cadre-là, et dans le travail que nous faisons à travers Démocratie Directe, qui est une initiative citoyenne, et la MDF, qui est, elle, une association non de fait, mais statutaire de loi 1901, nous avons, sous l'impulsion d'Alexandre, Philippe ici présent, Martine et Claude aussi ici présents, et moi-même, ainsi que d'autres co-appelants que je vais citer, bien évidemment, nous avons décidé d'essayer de mettre en place, ni plus ni moins, en toute humilité, une possibilité, une porte qui nous est grande ouverte au niveau de la législation
pour essayer de sauver la démocratie municipale, mais nationale, mais aussi, surtout, de trouver une solution parmi tant d'autres, dans le cadre du travail que Philippe Grégoire fait magnifiquement, de trouver une solution où enfin les citoyens peuvent arrêter de se plaindre, peuvent arrêter de constater, peuvent arrêter de râler et ont en quelques minutes la possibilité d'interpeller leurs maires et leurs conseillers municipaux pour que ce fameux DICRIM, alors je répète, c'est un document qui renseigne le citoyen que nous devrions tous avoir chez nous, dans notre boîte aux lettres, dans notre boîte mail, ou sur le dessus de la cheminée, pour ceux qui ont la chance d'avoir une cheminée, ou sur l'étagère de leur toilette, peu importe. En tout cas, c'est une obligation. Nous devrions être prévenus des risques majeurs et ce que nous devons faire dans les premiers 72 heures. Je suppose que vous avez entendu parler de ce fameux livret que notre cher président, M. Macron, devait nous envoyer, que nous n'avons toujours pas reçu et que je pense qu'il aura un fort retour à l'envoyeur d'ailleurs. C'est le kit, tu parles pour contre la guerre en Russie, là. Voilà, ce fameux kit. Bon, mais plus sérieusement, face au risque majeur, effectivement, nous avons une obligation, en tout cas les élus, d'informer les citoyens. Voilà. Et à ce titre-là, nous avons donc lancé la décrimocratie, encore une fois, un joli mot qui est inventé, mais qui veut bien dire ce qu'il veut dire. Et par cet appel, nous allons essayer de donner une impulsion pour ni plus ni moins essayer de sauver la paysannerie. Et dans ces cas-là, je vais laisser la parole à Philippe Grégoire pour établir rapidement un petit état des lieux. Ne bouge pas juste avant, juste avant qu'on donne la parole à Philippe là-dessus, on va essayer de comprendre un petit peu mieux. Avant que je pose ma question, je vous rappelle que le dernier Nexus est en kiosque, vous pouvez le retrouver près de chez vous. Pardon de faire de la publicité, mais nous, si vous voulez que Nexus continue de faire de l'actualité indépendante, on a juste besoin que vous, si vous le pouvez, que vous continuez à trouver le magazine près de chez vous, en kiosque. Et si vous pouvez vous abonner, plus vous êtes d'abonnés, plus on peut faire de tirages et mettre de l'information qui fait peur justement à nos politiques, à dire tout haut ce qu'ils ne veulent pas qu'on dise et qu'ils voudraient qu'on dise tout bas. Donc n'hésitez pas. Et d'ailleurs, j'en profite, il y a un petit café Nexus aussi. Ça, c'est le Moe Flyer. C'est le 17 janvier. Dans le prochain, c'est 7 février. Il y en a un tous les premiers samedis des mois. Si vous voulez venir nous rencontrer et faire des cafés philo tous ensemble, n'hésitez pas à venir. Justement, ça, c'est aussi une initiative qu'on a mis un petit peu dans la même veine que ce que vous dites depuis tout à l'heure pour que les gens puissent reprendre leur pouvoir politique. C'est-à-dire au moins qu'on soit prêt à faire de la politique, même si demain, on n'a pas encore le côté matériel de pouvoir être puissant politiquement. Au moins, on peut se préparer à l'être. Bref, revenons sur le DICRIM, qu'on comprenne bien pourquoi c'est essentiel selon vous d'avoir, selon toi, on a dit on pouvait se tutoyer hors micro, pourquoi est-ce que c'est important selon toi, Stéphane, d'avoir ce document dont tu nous parles chez soi, qu'on comprenne bien? Alors, ce document, encore une fois, doit nous avertir des risques majeurs. Il est inclus dans ce qu'on appelle un plan communal de sauvegarde, qui s'inclut aussi au niveau national, au fameux plan Orsec que tout le monde connaît en cas de grande catastrophe. Alors, dans le cadre de ces risques majeurs, alors bien entendu, on pourrait les lister, parce qu'il y en a plusieurs. On a les risques naturels, des vagues de chaleur, des inondations peut-être, des tempêtes, sécheresse, des séismes éventuels. Il y a les risques technologiques, des accidents industriels, des accidents nucléaires, des ruptures de barrages. Il y a des risques de santé publique. Alors, ça peut être des épidémies, par exemple, des maladies transmises par des moustiques, une épizootie, qui est tout simplement une transmission par les animaux. Et puis, il y a aussi l'alimentation et la pollution, qui sont des risques de santé publique, puisqu'on sait bien que le premier médicament, c'est l'aliment, comme on le dit. Il y a aussi les risques informatiques, qui ne sont pas, eux, inclus dans le PCS, mais qui sont les cyberattaques, les ransomware, le hacking de masse. En ce moment, l'actualité fourmille justement de cela au niveau national et de nos collectivités. Et là-dessus, effectivement, donc on comprend bien tous ces risques-là. Et en quoi est-ce que ça pourrait donner du pouvoir aux citoyens, effectivement, d'avoir ce DICRIM? Effectivement, on connaîtrait mieux les risques qu'on peut avoir, mais est-ce qu'il y a quelque chose je sais pas comment, tu vois ce que je veux dire, on n'a pas l'habitude de demander ces documents-là, donc en quoi ça nous donnerait énormément de pouvoir? Alors, d'abord, c'est une obligation légale. Il faut savoir que les élus sont obligés d'anticiper, dans ce plan communal de sauvegarde,
d'anticiper une réponse auprès de leurs concitoyens et de leurs administrés face à ces risques majeurs. Et donc, à partir de ce moment-là, si c'est une obligation légale, nous devrions tous être informés et normalement, je n'aurais pas dû besoin et nous n'aurions pas eu besoin de faire cette émission puisque normalement, nous devrions tous savoir ce qu'est un PCS, un plan communal de sauvegarde, et ce qu'est un DICRIM. Et comme bien entendu, personne ne s'en occupe, le citoyen n'est pas informé. Malheureusement, on n'a pas de statistiques à ce niveau-là, mais je pense qu'on est bien en dessous de 10% des mairies et des communes qui communiquent là-dessus. Est-ce que d'ailleurs certains maires le savent? On n'en est pas sûr du tout. C'est aussi là un problème. Nul n'est censé ignorer la loi, mais bon, encore une fois, ne jetons pas non plus l'opprobre sur les élus. C'est un métier qui est difficile. Hein. Nous, on essaye justement de vouloir apporter notre bol de citoyens. Et donc, si les citoyens ne savent pas ce qu'est le DICRIM, si les élus ne savent pas ou s'ils le savent, ne l'appliquent pas, c'est à nous de les interpeller légalement. Hein. C'est inscrit dans le code de la sécurité civile, c'est inscrit dans le code de l'environnement, c'est inscrit dans le code des collectivités territoriales. Donc, on est vraiment dans une démarche légaliste. Hein. Et malheureusement, aujourd'hui, là, Philippe nous en parlera beaucoup mieux, hein, la paysannerie, en règle générale, quelles que soient ses filières, depuis des décennies, on les voit tous les ans ou 2 ou 3 fois par an défiler. On connaît les problèmes qu'il y a en interne au niveau des syndicats. On connaît les politiques qui ont été menées. On connaît aussi nos responsabilités de citoyens, parce que malheureusement, on n'est pas des citoyens éveillés. Hein. La plupart du temps, nous sommes tous, et moi le premier, des consommateurs abétis, avec un mode d'éducation un peu particulier. Donc, il faut qu'on assume chacun nos responsabilités. Et malheureusement, aujourd'hui, on voit une maltraitance totale des citoyens. Les paysans sont venus avec leurs gros tracteurs, on leur a envoyé des centaures. C'est pour ça aussi que nous, on est dans une démarche où on essaye de favoriser l'intégrité physique, psychique, sociale, financière, et que vous ne verrez jamais les gens de la MDF ou de la décrimocratie appeler à des manifestations violentes, puisque nous avons un pouvoir dont nous ne nous servons pas du tout, c'est-à-dire de saisir nos maires par un simple courrier pour pouvoir leur demander de faire ce qu'il faut. Alors vous allez me dire, mais quel est le rapport avec les paysans? Mais là, on va laisser quand même un peu la parole à Philippe. Je ne voudrais pas monopoliser la parole. On va lui laisser la parole. Et je voudrais juste préciser une chose, c'est que cette démarche est complètement apolitique, apartisane et asyndicaliste. Hein. Alors, quand je dis apolitique, j'entends bien que le mot politique au sens de la gestion de la cité, bien évidemment, c'est faire aussi de la politique, de s'occuper de sa commune et de son rôle de citoyen. Voilà. Philippe, comment tu fais le lien entre le DICRIM et la paysannerie? Oui, bah, tout d'abord... comment vas-tu déjà? Eh oui, tu vas bien? Oui, bonjour à tous. Romain, merci pour cette émission. Merci à Martine et à Claude qui font un boulot énorme. Soutenez-les financièrement, parce que qui passent leur combat à leur retraite plutôt au combat. Merci à Stéphane. Il faut pas oublier, Stéphane l'a rappelé, hein, un grand merci à Alexandre Boisson, pas présent ici ce soir, et à Marjolaine et à toute son équipe. Donc effectivement, comme le dit Stéphane, pourquoi c'est important pour la paysannerie? Parce que c'est une manifestation silencieuse qu'on peut faire sans aller avec des tracteurs, sans rien casser, sans bloquer les routes, hein, puisque Coluche l'avait bien dit, il suffit d'arrêter d'en acheter pour plus qu'ils en vendent. Donc ça remonte sur la loi 2004-811 du 13 août 2004-811, hein, ça remonte. Hein. Donc ça remonte, c'était Sarkozy là. Donc c'est la loi de modernisation de la sécurité civile. Hein. Donc c'est un texte qui a été promulgué par l'État via le ministère de l'Intérieur. L'objectif de la loi, c'est de mieux prévenir les risques naturels, technologiques, sanitaires, terroristes, renforcer l'organisation des secours, clarifier les responsabilités des acteurs publics. Hein. Et donc l'État et les collectivités territoriales et le maire, qui est l'officier de police dans la commune. Pourquoi ça concerne les agriculteurs? Parce que s'il y a une cyberattaque comme en Suède qui a paralysé 820 magasins sur une journée, c'était une cyberattaque informatique.
mais ça peut être une attaque informatique, ça peut être une attaque nucléaire, ça peut être une attaque sur la logistique, ça peut être un problème climatique majeur ou un tsunami comme il y a eu au Japon ou des choses comme ça, des phénomènes majeurs graves. Sans alimentation, bah, il n'y a plus de pompiers, il n'y a plus de chirurgiens, il n'y a plus de maires, il n'y a plus de Nexus, parce que sans manger, on ne peut pas vivre. Donc, on a 73 heures d'autonomie qui sont dans les camions frigo blancs de la société STEF qui appartient à un bras de la FNSEA. Donc, c'est là que sont les stocks. Donc, eux, ils auront peut-être à manger parce qu'ils seront livrés, mais pas nous. Donc, 100 000 livraisons par jour. Donc, s'il y a un conflit majeur, une paralysie de la logistique, les populations, bah, le maire, il va être débordé, hein, il n'y aura rien de prévu. Et là, c'est la guerre civile. Donc, comment on peut ramener de la rémunération aux paysans? 80% de l'alimentation est produite en France, transformée en France, consommée en France. Hein, et si on remet la main au maximum sur les territoires avec les plans communaux de sauvegarde, comme l'a dit Stéphane, si le maire il met en place un plan communal de sauvegarde localement, il essaye au maximum de s'alimenter autour, et pareil autour des métropoles. Hein. Alors on n'aura pas tout autour des grandes villes. Hein. Je dis pas qu'on fera pas 80 ou 100 km, ou peut-être 150 km, mais on n'en fera pas 22 000 pour aller chercher des poulets de l'autre bout de la planète. Et là, à partir de là, il faut que l'agriculteur, il s'implique avec le maire, qui donne une poignée de main au maire, aux consommateurs locaux, et reprendre la facture. Parce qu'aujourd'hui, la facture, elle est dans les mains de l'agroalimentaire, qui torpille la paysannerie, et derrière, bah, eux, évidemment, ils se battent avec la grande distribution, qui a torpillé Martine et Claude et tous les commerçants artisans. Donc, faut arrêter l'hypocrisie. Voilà, faut arrêter l'hypocrisie des pièces de théâtre chaque année en nous parlant des écolos, des Mercosur, de Macron, d'Ursula von der Leyen et tout ça. Faut déjà, tout ce qu'on produit chez nous, qu'on consomme chez nous, il faut changer le modèle économique, remettre la main sur la facture et travailler après avec les petites et moyennes surfaces pour faire vivre les commerçants et artisans qui ont eu la gorge tranchée par Édouard Leclerc et tous ses copains, que Martine connaît très bien. Est-ce que du coup, si ça prévoit contre les crises que peuvent subir les citoyens, on pourrait mettre les intrusions du pouvoir dans le quotidien des Français? On pourrait rajouter ça dans le dit crime, Stéphane? Alors excuse-moi, j'ai oublié un truc important. Vas-y, C'est je dis des bêtises. 204 millions de repas par jour qu'on consomme, nous, en France. 204 millions. Il y en a 40 millions dans les restaurations collectives, d'où l'intérêt d'aller faire pression sur les élus. 40 millions par jour. Donc là, faut que les paysans reprennent la facture pour qu'on ait la valorisation. Et puis après, si un tiers des consommateurs jouent le jeu dans un premier temps, bah un tiers du reste, c'est déjà énorme. Hein. Et donc, repasser par les petites et moyennes surfaces, les petits magasins et sortir au maximum des centrales d'achat qui, voilà, on sait ce que ça donnait les centrales d'achat. Martine? Alors, je remercie quand même Philippe, mais nous qui ne sommes, qui ne sommes pas paysans, je trouve que Philippe n'explique pas assez ce que ça veut dire reprendre la facture. Ah oui. Non, Martine, oui, on a plein d'émissions, je le rappelle, sur Nexus avec Philippe. Vous tapez Philippe Grégoire Nexus, on en a plein où on a détaillé sur. On doit avoir 4 heures cumulées sur le détail. Mais tu peux le rappeler. Mais c'est pour dire on a déjà tout un background. J'aimerais qu'il le rappelle à chaque fois quand il dit reprendre la facture pour que le paysan ait le coût réel, qu'il reçoive le coût réel de son travail. Parce que quand on dit reprendre la facture, comme il y a des gens qui suivent les émissions épisodiquement, il faut toujours qu'ils rappellent que le paysan ne demande pas la charité, le paysan demande d'être payé à la juste valeur de son travail et de son exploitation. C'est tout ce que je demande à Philippe de nous rajouter pour qu'à chaque fois, ça rentre dans l'esprit des gens, c'est qu'on ne travaille pas pour perdre de l'argent. On doit travailler pour vivre et que ça soit un plaisir de faire son travail. Et c'était d'ailleurs les dernières manifestations des agriculteurs. Les agriculteurs qui sont montés rencontrer le gouvernement sont encore allés demander quelques augmentations de la PAC et ce genre de trucs. Et ne vont pas résoudre le problème à la base et demander arrêtez maintenant, on arrête de travailler avec vous, le gouvernement.
on reprend la main sur notre facture, c'est nous qui donnons le prix du lait, de la tomate, ce n'est plus vous qui décidez. Voilà, il faut qu'à chaque fois, on dit il faut travailler au juste prix. Le juste prix. C'est pas compliqué, ça. Rien n'est compliqué quand les gens sont pas corrompus. Hein. Je vais reprendre, si tu veux, Martine. Bah oui, en langage clair, mettons un journaliste, puisque tu parlais de la PAC, Romain, un journaliste va avoir une prime PAC, on va lui augmenter son salaire de 100 € par mois par la PAC, mais son patron va lui baisser son salaire de 250 €, puisque c'est son patron qui lui verse son salaire. Donc, en fait, le problème, c'est que, quand je dis reprendre la facture, oui, c'est vrai que les gens sont pas forcément au courant. Sur 90 milliards d'euros du chiffre d'affaires de la ferme France, il y a que 3 milliards d'euros qui sont facturés par les paysans. Les gens qui vendent du vin en bouteille, des fromages, des yaourts, 3 milliards sur 90. Tout le reste, c'est pas l'agriculteur qui a la main sur son prix, donc c'est Lactalis, c'est LDC, la volaille, c'est les 2 Hollandais qui ont la main sur le marché du veau en Europe et même des plateformes en Asie, c'est Bigard, la viande, voilà. En fait, ça choque les gens, je le sais, on a du mal, je pensais que tout le monde était au courant, visiblement tout le monde n'est pas au courant. En réalité, un agriculteur, quand il livre des poulets, des canards, des cochons, des lapins, le mois d'après, environ 30-40 jours après, celui qui est venu chercher ces lapins, c'est lui qui rédige la facture, qui lui donne le prix qu'il veut lui donner. Et ça, c'est vrai que ça choque les gens. Nous, on est tellement dedans qu'on s'en rend même plus compte. Tout à fait. Et mais quand je te dis ça, Philippe, c'est exactement pareil pour les petits pépiniéristes. C'est exactement pareil. Les pépiniéristes, ils ont des sommes folles de factures d'électricité pour garder les fleurs, pour qu'elles arrivent à bonne maturité au moment de la vendre. Et quand ils vont les proposer à la grande distribution, ils leur font du marchandage. Et quand la fleur est à floraison, qu'il faut absolument qu'elle soit vendue, aussi le prix, ils ne veulent pas les payer le juste prix qui a amené la fleur jusqu'à son éclosion pour qu'elle soit vendable. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de pépiniéristes aussi, des petits pépiniéristes qui se sont cassés la figure aussi. Hein. On est exactement pareil. On ne veut pas payer les artisans, les commerçants, les paysans à la juste valeur de ce qu'ils vendent. S'ils vendent, ils vendent leur travail, ils vendent la qualité, ils vendent leur savoir-faire. Il faut arrêter de marchander. C'est facile de marchander quand on a une concurrence déloyale qui arrive, qui veut nous coller du Mercosur, mais c'est pas possible ça. Donc les gens, ils arrivent à réaliser. Est-ce que quelqu'un va aller travailler sans être rémunéré de son travail? C'est pas possible, ça. J'avais la réflexion, juste pour reprendre derrière un mot, je redonne la parole à Stéphane après. J'avais la réflexion d'un économiste que j'avais écouté il y a déjà quelques années, des économistes connus, des économistes atterrés ou d'autres qui faisaient ils parlaient des travailleurs, des salariés dans le monde, en Europe et tout. Et il y en a un qui avait sorti une réflexion qui m'avait bien plu. Il avait dit le travailleur indépendant, c'est-à-dire le commerçant, l'agriculteur, le travailleur indépendant, par définition, c'est la formule la plus violente qui puisse exister dans un monde de libre-échange libéral. Parce qu'il a aucune couverture, il a aucune possibilité de s'arrêter de travailler, parce qu'il, voilà, par définition, il est indépendant. Donc, s'il gagne sa vie, qu'il a la main sur sa rémunération, c'est un choix de vie qui est agréable. Mais s'il n'a pas la main sur sa rémunération, c'est le pire statut qui puisse exister, c'est l'esclavage des temps modernes. Une question d'ailleurs à laquelle on ne s'est jamais posé, je redonne la parole à Stéphane, mais c'est pourquoi est-ce que le gouvernement a met autant de contrôle sur les agriculteurs? Est-ce qu'il a peur des agriculteurs? Et pourquoi a-t-il aussi peur des agriculteurs, contrairement aux artisans, etc. Les artisans souffrent aussi de problèmes administratifs et tout ça, mais ont toujours la main sur leurs factures. Bon, c'est une question, on y répondra plus tard. Revenons sur le DICRIM. Stéphane, de tout ce qui a été dit. Ce que je voudrais, en tant que citoyen, témoigner, on a fait une émission assez longue avec Philippe où il y a eu 10 propositions de fait, notamment cette proposition du DICRIM. Il faut que nos concitoyens prennent conscience d'une chose très simple. Ce sont des statistiques qui sont issues et vérifiées par Philippe et d'autres personnes et qui sont basées sur des chiffres officiels du dernier rapport 2025.
quand nous, nos citoyens, nous achetons pour 100 € de marchandises agricoles, quelle que soit la filière, hein, de l'horticole en passant par le lait, le pain, mais aussi les bovins, les ovins, etc. Sur 100 €, vous avez une TVA à 5,5 dessus. Vous avez tout un tas d'intermédiaires, hein, la grande distribution, la logistique, les abattages centralisés, les processus de transformation qui prennent chacun à peu près entre 25 et 30% de marge. Et à la fin, en revenu net, hein, c'est-à-dire ce que le citoyen, vous et moi, qui travaillons, touchons, les filières, c'est une moyenne de filières. Alors, il y a un tout petit peu plus et parfois, il y a même carrément moins. Le revenu agricole net est de 4,50 € sur 100 €. Si on n'est pas dans une formule d'esclavage moderne, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Tout ça, c'est trop long à développer, mais tout le monde a bien conscience qu'on a un modèle agricole qui est complètement abusif. Et tout le monde aussi a bien conscience, mais nous sommes les premiers en tant que citoyens à en bénéficier et à être fidèles, puisque en bon drogué, en bon addict de la consommation, nous allons tous dans les grandes surfaces. Je suis moi-même, j'ose employer le mot, un repenti. Hein. J'ai travaillé pendant 20 ans dans des centrales d'achat et dans des magasins. Je peux témoigner de comment ça se passe. Hein. Les négociations sont terribles et on a des gens à la tête qui sont très intelligents puisqu'ils manipulent l'opinion. Hein. Tout le monde pense que Michel-Édouard Leclerc combat l'inflation et nous fait profiter de prix. Et en fin de compte, les prix que vous avez dans la grande distribution, ce que nous, en tant que citoyens, on veut acheter le moins cher possible, ce sont des prix subventionnés. Et non seulement ce sont des prix subventionnés, mais l'immense majorité de la valeur ajoutée ou des bénéfices, hein, pour parler simplement, l'immense majorité des bénéfices ne vont pas à ceux qui produisent. C'est pour ça que, à la fois, le paysan, la paysannerie française s'est trompé de modèle au sorti de la Seconde Guerre mondiale, mais ça, c'était un choix politique, n'a pas eu de formation, d'information et n'a pas été considéré à sa juste valeur et à son rôle. Et puis, il y a une concentration des pouvoirs de distribution. C'est pour ça que Martine et Claude, leur travail est admirable et qu'il faut les aider. Ils vont encore s'engager là dans une procédure qui va leur coûter des milliers d'euros. Il faut vraiment qu'on aide des gens comme Martine et Claude parce que contrairement à ce que l'on peut penser, la grande distribution n'est pas pourvoyeur d'emploi, il est destructeur d'emploi. Et après, il resserre, il égorge, je n'ai pas peur des mots, ces intermédiaires, il égorge et il resserre le coût et la respiration de tous ceux qui les produisent, de ces éventuels grossistes ou redistributeurs. Et en ce qui concerne les producteurs tels qu'ils sont, eh ben, il y a 4,5 € sur 100 €. Qui accepterait aujourd'hui parmi les gens qui nous écoutent d'être payés à ce prix-là? Et en plus, le prix que nous achetons consommateurs dans les grandes surfaces, c'est compliqué, mais croyez-moi sur parole, vous allez vite savoir que ce que je vous dis n'est pas des mensonges. C'est un prix de vente subventionné par nos impôts, par les aides européennes, par les aides de la PAC. N'oublions pas que l'Union européenne, on est contributeur net, hein, c'est-à-dire qu'on donne plus et que l'Union européenne ne sert qu'à faire du dumping social. Donc, on ne va pas faire de grands discours politiques, mais retenons ça, c'est-à-dire que les paysans ne sont pas payés, ne travaillent pas de leur juste valeur, et ceux qui s'en sortent, c'est ceux qui ont un niveau de formation, ceux qui produisent, qui transforment et qui vendent. On a en ce moment, vous avez reçu, comme tout le monde aussi, et comme vos collègues, Toxin, Nicolas Villal, Alexis Poulain, Frontière, je les cite tous parce que nous, on est apolitique, donc on donne de l'information à tout le monde, hein, et c'est important que ces médias existent, mais qu'est-ce qu'on donne la parole à qui? On donne la parole à des belles histoires. Les gens qui soit sont des revendicateurs à juste titre et leur combat est légitime, soit on nous montre des belles histoires de réussite, mais la réalité au quotidien, c'est pas ça, tout le monde le sait. Hein, c'est de suicides, c'est avec ce qui est assez paradoxal, c'est-à-dire qu'avec la police, la gendarmerie et la paysannerie, on a les deux corps de métier, on va dire les trois, mais on va assimiler les gens qui sont censés maintenir l'ordre, hein, puisque au départ c'était que ça l'histoire. Hein. Donc ces gens qui sont censés maintenir l'ordre et ceux qui sont censés nous nourrir sont les corps de métier qui se suicident le plus. Il faut peut-être se poser les bonnes questions à un moment donné. Et si les gens ne comprennent pas
Pourquoi cette histoire de DICRIM peut, je n'ai pas peur des mots, peut leur sauver la vie? C'est très simple. C'est-à-dire que si on court-circuite de façon locale la distribution, la transformation, voire même l'abattage. J'ai eu la chance de recevoir dans les émissions que nous faisons. Alors nous, on n'est pas à votre niveau, hein, on est des petits militants bénévoles qui essayons de s'informer et de faire passer le message. On a eu la chance de recevoir, par exemple, Florence Valadé, qui a repris le syndicat Verte France, qui nous expliquait qu'elle abattait sur site, qu'elle avait les agréments pour abattre sur site, qu'elle n'était pas obligée forcément toujours d'abattre, et que de plus en plus, et Philippe pourra nous le confirmer, il y a une concentration même de l'abattage. Si on arrive localement à demander à nos maires d'appliquer la loi, hein, on n'est pas en train de faire une revendication, hein, comme a dit à juste titre Philippe, c'est une révolte et une manifestation silencieuse et légaliste. Si on demande à nos élus d'appliquer la loi dans un triptyque vertueux entre la paysannerie, toute filière confondue, le local, quand on dit le local, ne confondons pas les circuits courts par rapport à la distance. Il faut que ce soit les bons interlocuteurs. Ceux qui n'appartiennent pas, Philippe pourrait en parler des heures, à toute cette oligarchie alimentaire, cette oligarchie de la grande distribution. Et ce qui est terrible, c'est qu'on pense que nous avons à perdre du pouvoir d'achat, mais c'est un faux calcul, c'est complètement faux. Si vous regardez bien les gens qui réussissent, hein, donc je dis bien ceux qui produisent, qui transforment, qui distribuent et qui vendent, hein, alors bien sûr, ça fait 3 métiers en un, c'est pas facile. C'est pour ça que nous, les citoyens, on doit les aider. C'est pour ça que les élus doivent être à notre écoute, puisque même si le mandat impératif n'existe pas dans notre pays, que la démocratie directe, elle est compliquée. Hein, bon, légalement, les travaux d'Étienne Chouard chez vous, et on a la chance d'avoir Étienne dans notre comité d'éthique, donc on sait à peu près de quoi on parle. Il est clair qu'on peut carrément hacker le système de façon légale, voilà. Mais il faut une volonté citoyenne. Et pour conclure par rapport à ça, je ne voudrais pas monopoliser la parole, il faut vraiment que les gens se rendent compte que individuellement, nous ne sommes rien. Mais individuellement, plus individuellement, la somme de toutes nos individualités, et si nous cherchons le bien commun, nous sommes capables d'arriver de façon légaliste, sans renverser la table, sans aller à la confrontation. Nous sommes capables de pouvoir changer de système, ni plus ni moins, et de redonner à notre paysannerie un vrai pouvoir d'achat et de faire leur métier. Voilà, je m'excuse, j'étais un peu long, Romain, mais... Non, c'est très bien. On est là pour la fluidité des idées et la circulation de celles-ci, et c'est tout à fait ce qu'on est en train de faire. Tu as dit des trucs intéressants, donc j'aimerais rebondir, mais je vais laisser la parole à nos autres co-invités présentateurs. Martine, on en est à 30 minutes à peu près à la moitié de l'émission. Est-ce que tu as envie qu'on aille sur d'autres aspects que tu voulais voir avec Stéphane? Je te laisse la parole, si tu veux aller sur un autre thème. La seule chose que Stéphane il peut peut-être nous donner en scoop, comment on appelle quelqu'un qui fait partie de la décrimocratie? Il va bien falloir qu'on se dénomme, qu'on ait une référence, qu'on dise pas c'est un paysan, c'est un commerçant et tout ça. Non, on dit on est, voilà. Pardon, on est simplement des démocrates, des citoyens démocrates dans le vrai sens du terme. Hein. Encore une fois, on est dans une démarche citoyenne démocratique. Alors, quand j'emploie le mot démocrate, vous avez bien compris que ce n'est pas les démocrates américains. Quand j'emploie le mot démocratie, malheureusement, on est obligé de faire un pléonasme parce qu'on dit de la démocratie directe, hein, puisque depuis des décennies, on nous a vendu de la démocratie consultative, opérationnelle, bref, avec des mots qui ne veulent plus rien dire. Cette fameuse démocratie consultative aussi, qui est en train de petit à petit de progresser, hein, et on voit enfin que les gens veulent s'approprier leur pouvoir. Alors, on va s'appeler des crimonautes, je ne sais pas, mais je pense simplement des citoyens démocrates qui se respectent, qui respectent leurs élus, qui respectent la loi, qui respectent leurs paysans et qui se décident de dire non. Il y a une belle citation que j'aime bien d'Étienne de la Boétie, c'est décider de ne servir plus et vous voilà libre. Et donc, comme dit Étienne Chouard, décider de ne plus
élire et vous voilà libre. Nous avons un pouvoir avec cette histoire-là, c'est de la décriminocratie, avec le plan communal de sauvegarde. Nous avons le pouvoir citoyen de pouvoir sauver, ou ça ne va pas se faire du jour au lendemain, on est bien d'accord. Il va falloir interpeller les maires, il va falloir les mettre devant leurs obligations légales, il va falloir qu'ils consultent dans un rayon de 20, 30, 40, 50 kilomètres. Les gens vont dire oui, mais moi j'habite à Paris, c'est une ville et un département, il y a 6 millions de personnes. Oui, mais vous avez Rungis. Mais n'oubliez pas que Paris, il y a encore un siècle, enfin non, il y a encore 2 siècles, se nourrissait, était autosuffisant. N'oubliez pas que la France, avec tous ses terroirs, est le pays qui était en tête de l'exportation et de la production agricole il y a encore 50 ans, et qu'on a passé aujourd'hui une balance économique déficitaire à cause de ce système qui ne fonctionne pas. Voilà. Donc, en dehors de tous les syndicats, en dehors de certains, on a bien compris qui ils étaient, je crois qu'il est temps que nous soyons responsables. Philippe Grégoire dit souvent, ça peut choquer un peu que les paysans, en règle générale, ont leurs responsabilités, mais nous, en tant que citoyens, on a notre part de responsabilité. Enfin, c'est incroyable, quoi. En plus, sachant qu'avec ce type d'initiative, si jamais on arrive à relocaliser dans tous les sens du terme, encore une fois, il ne s'agit pas de se dire d'aller acheter à côté, il faut la distribution. C'est pour ça que le travail de Martine et Claude est important. La petite distribution par opposition à la grande distribution, les circuits logistiques, les circuits de transformation, tout doit être concentré. Et vous verrez qu'on va gagner en pouvoir d'achat et en plus, on va gagner en qualité d'alimentation. Et donc, on va forcément gagner en santé. Tout à l'heure, tu posais la question de savoir quelles étaient éventuellement les possibilités d'inscrire dans les risques majeurs des risques sociétaux politiques. Et ben effectivement, quand on a une rupture d'institution comme on a depuis 2 ans avec quelqu'un qui ne respecte même pas l'avis des urnes, quel que soit le bord dans lequel vous êtes, quand il y a des grèves générales sur plusieurs semaines, voire peut-être des risques d'insurrection ou des ruptures de transactions tout simplement internationales, aujourd'hui, puisque nous ne produisons pas, comment fait-on? Et là, on pense, enfin on pense pas, on en est sûr. Après, il va falloir que chacun agisse, que nous avons trouvé la solution. Ni plus, ni moins. Et ce que je voudrais revenir, c'est quand même nos élus aujourd'hui ont la mémoire courte et ils ne veulent pas faire d'histoire, parce qu'il faut quand même rappeler qui c'est qui a sauvé les habitants, les citoyens pendant les guerres et tout ça. Ça a bien été les paysans, parce qu'ils avaient des pommes de terre, ils avaient tout, ils ont nourri la population. Donc, si aujourd'hui on a des accidents comme tout à l'heure Stéphane l'a expliqué, si on est attaqué par la cyber, on n'aura plus ces paysans pour justement nourrir la population en cas de danger. Et c'est pour ça qu'il faut rappeler l'histoire et rappeler l'utilité de nos paysans, de la paysannerie, et qui est importante d'avoir ça autour de chez nous. Et si aujourd'hui, on parle beaucoup de la grande distribution, mais si la grande distribution a eu autant de pouvoir, c'est parce que justement, c'est à cause des élus qui leur ont donné des autorisations sur des zones agricoles. Moi, j'ai encore un dossier, là. On va avoir un dossier avec notre amie Sylvie, que tout le monde connaît. Sylvie, il y a encore une surface, alors je ne sais pas si c'est une grande surface, mais une surface qui est venue s'installer sur la zone agricole. Au PLU, elle est toujours annoncée zone agricole. Donc voilà, il est là. On n'a pas de surveillance. Il n'y a pas de surveillance des autorités, parce que c'est quand même les autorités qui sont là aussi pour faire le travail, mais aussi on n'a pas le contrôle citoyen. Donc c'est bien à nous aujourd'hui d'avoir le contrôle citoyen pour savoir que nos élus laissent passer où il est le travail de police, la police administrative des élus quand ils voient construire sur des zones agricoles que c'est interdit. Alors, comme ils ont l'habitude de laisser passer, ils ont construit des surfaces sur des zones complètement inconstructibles, que ce soit des zones inondables, des zones à risque, des zones, des zones technologiques, des zones agricoles. Donc, on voit bien que tout se rejoint par le DICRIM. Si tout le monde faisait respecter le DICRIM et connaissait les zones, connaissait les risques,
Parce que quand on a des crimes et qu'il y a des zones, une zone inondable et autres, ben, il faut savoir où elle est la zone inondable. Donc, quand on a répertorié la zone inondable, si on voit que le maire il va signer un permis de grande surface sur une zone inondable, il ne faut pas que ça soit Martine Donnette, Claudio et 50 commerçants. Il faut que ça soit toute la population qui lui dise « Mais attendez, monsieur le maire, là, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous avez donné un permis de construire sur une zone bleue, sur une zone rouge ?» Donc, et dans ton livre, c'est pour ça qu'il faut informer de l'existence du DICRIM qui répertorie justement tous ces risques avec les zones. Parce que ce n'est pas le tout de dire « Ah, mais on a un risque incendie, on a un risque inondation. » Non. La préfecture édite les zones, les plans, parce qu'avec le DICRIM, il y a automatiquement le plan qui correspond à la zone catastrophique ou la zone naturelle à respecter. Donc, si tout le monde s'approprie le DICRIM, là, je suis un peu en colère parce que j'ai encore eu 2 dossiers là. C'est une catastrophe. Je n'en peux plus, je n'en peux plus. Alors, donc, nous, on va travailler pour avoir des élus vertueux. C'est ça le but du DICRIM, c'est avoir des élus vertueux qui nous respectent tous les plans, les zones agricoles, les zones, la nourriture, l'alimentation. Attendez, nous, on est dans les Bouches-du-Rhône. On aura bientôt plus de culture de tomates dans les Bouches-du-Rhône. Non, mais on marche complètement sur la tête. Qu'est-ce qu'il faut pour cultiver les tomates? Non, mais franchement. Eh bien non, le maire, là, on vient d'apprendre encore cet après-midi, il y a des zones qui sont immenses. Eh bien non, on va encore faire des hangars. Voilà, des zones. Au lieu de dire, qu'est-ce qu'on va faire pour récupérer de la paysannerie, pour sauver l'alimentation et tout ça? Non, le grand projet, c'est encore des hangars parce que ça va être à côté de l'aéroport. Donc, les avions, ils vont arriver directement avec de la marchandise chinoise. Oh, mais il est temps, il est urgent. Moi, j'implore les citoyens, il est urgent de comprendre qu'est-ce que c'est le DICRIM, la valeur du DICRIM et qu'est-ce qui peut nous sauver la vie. C'est ça le truc, c'est nous sauver la vie. Avoir des paysans qui gagnent leur vie et de savoir comment on va être nourri demain, comment ils vont nous nourrir demain. Parce que c'est à cette vitesse-là, la marchandise, elle va directement à l'aéroport de Marseille, elle va être dispatchée. On ne saura même plus combien de pourcentage tu as dit qu'il restait de zones agricoles en France, dans les Bouches-du-Rhône? Dans la région PACA, 17%. 17%. 17% de terres cultivables dans les Bouches-du-Rhône. Okay. Ah, mais ça va, non? Il n'y a pas de. Les chiffres, le poids des mots, le choc des photos. Hein. Il va falloir qu'on fasse une carte, qu'est-ce qui reste dans les Bouches-du-Rhône. Par contre, des hangars, alors ça. Et c'est lié, puisque là, ce que vous dénoncez depuis tout à l'heure, ce que dit Philippe sur on va redonner la parole à Philippe Grégoire, mais un petit commentaire là-dessus, le fait que justement, les citoyens sont dépossédés, et pas que les agriculteurs sont complètement dépossédés de leur vie, de leur autonomie, et du fait qu'ils doivent travailler. Il y a ce truc-là, même les 35 heures par semaine, c'est une lubie qu'il faille travailler 35 heures au 21e siècle pour pouvoir produire de la croissance. Tout ça met le citoyen dans une forme de stress où derrière, il n'a plus le temps de s'informer, de se cultiver en politique, de se cultiver en économie, de se cultiver en droit. Et on en arrive à ce que tu dis, Martine, les gens n'ont plus le temps. Nous, on a des lecteurs courageux qui prennent du temps pour pouvoir écouter des émissions d'1 heure, mais bravo à ces gens-là. Mais effectivement, aujourd'hui, il faut qu'on arrive à retrouver, en plus de ce que vous dites sur les agriculteurs, retrouvons du temps de travail pour les gens. D'ailleurs, par rapport à ce que disait Stéphane il y a 5 minutes, ce qui est très intéressant, je retrouvais mes notes là. Il y a des auteurs, par rapport au monde agricole, qui ont, au 19e siècle, au 20e siècle, qui ont théorisé que probablement pendant le servage, il n'y a pas de règle sûre là-dessus, mais pendant le servage, donc c'était la période au Moyen-Âge et à la Renaissance, où les agriculteurs appartenaient directement au duché, au baron, donc n'étaient pas politiquement libres. Aujourd'hui, l'agriculteur est politiquement libre. Mais à l'époque, il était beaucoup plus autonome matériellement. Ça, c'est fou. C'est-à-dire que tu étais moins libre politiquement, mais tu étais beaucoup plus libre dans tout le reste. Donc c'est très intéressant parce qu'aujourd'hui, on est libre politiquement, entre guillemets, a priori, on a le droit de voter, on a le droit de machin,
Mais dans les faits, t'es pas libre. T'as pas le droit de quitter ton travail si tu travailles trop. T'as pas le droit de faire ça si tu bouges une petite oreille. Si ça se trouve, t'es au chômage, au RMI, tu meurs. Toi, Martine, tu l'as vu, dès que tu bouges une oreille, tu en parles rarement, mais on t'a sucré le RMI parce que tu faisais ton travail de lanceuse d'alerte. Pour Claude Bio, c'est pareil, qu'on est dans un monde de fou. C'est très intéressant d'avoir cette lecture du servage et de l'agriculteur moderne. On y reviendra. Philippe, qu'est-ce que tu voulais dire sur tout ce qui a été dit? Bah oui, je reprendrai un mot qu'a dit Martine là. À l'heure où on parle, on a environ 2 500 000 hectares en friche en France et ça s'agrandit. On a 27 millions d'hectares déclarés à la politique agricole commune, mais en réalité, on a un peu plus de 30 millions d'hectares parce qu'après, on a des prairies et des landes qui sont pas déclarées dans la PAC. Et donc, on a quand même 2 500 000 hectares en friche et ça s'agrandit d'année en année. Alors, elle tombe en friche pour des raisons toutes simples. C'est que les gens mangent de l'argent à cultiver la terre. Donc, au bout d'un moment, quand il n'y a plus de sous sur le compte, bah, ils ne cultivent plus la terre. Et malheureusement, les propriétaires, là, ils commencent à être concernés parce qu'il y a beaucoup de propriétaires qui louent, beaucoup de gens sont bailleurs, hein, et donc ils vont plus toucher de fermage, donc ils vont même plus pouvoir rembourser les impôts fonciers, puisque sur les 30 millions d'hectares, 40% des terres appartiennent aux agriculteurs, sous forme d'emprunt pour une partie, mais c'est aux agriculteurs. Mais 60%, c'est des petits propriétaires. Il y a très peu de grands groupes. Il y a un peu le Crédit Agricole, le groupe AXA, 20-30 000 hectares, mais ça représente pas grand-chose sur c'est beaucoup de petits propriétaires, des héritages de famille ou des bouchers, des boulangers qui ont mis un peu d'argent dans la terre, mais pas des centaines d'hectares. Hein. C'est beaucoup de petits propriétaires. Et donc, en fait, ce modèle-là, économique mondialisé, cette théorie de Ricardo du libre-échange, a rapporté aux multinationales qu'ont mis en compétition la paysannerie et les petits commerces, hein, et donc ils ont détruit sur les territoires les petits commerces et les paysans qui vivaient sur un territoire, sur un produit intérieur brut territorialisé, non délocalisable, mais eux, avec leur centrale d'achat, comme ils la jettent à travers le monde ou à travers l'Europe, ben, il arrive à mettre des artisans, des commerçants, des paysans en compétition avec des Polonais ou des gens de l'autre bout. Et c'est vrai que c'est quand même incroyable quand on fait le bilan. On consomme un peu plus de 74 milliards de repas par année. Hein. 74 milliards de repas, c'est un business énorme. Tous les jours, les gens, il faut qu'ils mangent. Il n'y a rien à faire. Bon, eh bien, avec ce business-là de plus de 74 milliards de repas, on a réussi à ruiner les paysans qui sont à la base, puisque c'est eux qui amènent la matière première. Hein, Stéphane l'a dit, c'est autour suivant les produits, de 3 à 4 euros 50, 4,5% sur 100 euros, donc moins que le taux de TVA qui est à 5% pris par l'État. C'est vraiment incroyable. Et ils ont réussi, avec ces plus de 74 milliards de repas servis chaque année, à ruiner aussi les petits commerces. Ils ont ruiné les petits commerces et les paysans. Ils ont fait fort quand même, hein, parce que le business de ces 74 milliards, tous les jours, ils tombent des dividendes, hein, dans la grande distribution et dans l'agroalimentaire. Ils ont ruiné les petits commerces, mais eux, ils sont pas ruinés, hein. Ils continuent de s'agrandir. Donc, effectivement, l'alimentation, je rappellerai que c'est la santé, c'est estimer le coût, l'impact sur les maladies cardiovasculaires, les cancers avec le modèle phytosanitaire et tout, c'est estimé autour de 80 milliards d'euros, 1200 euros par Français. Mais regardez autour de vous, hein, quand vous connaissez quelqu'un qui a été malade ou qui a eu le cancer, si vous avez des soins pour le cancer, avec 1200 euros, vous n'allez pas vous faire soigner. Hein. Donc regardez, mon chiffre, il est dedans, hein, 1200 euros par Français. Donc l'impact de l'alimentation, c'est la santé, les paysans, donc c'est l'alimentation, la santé, l'entretien des territoires, d'où l'intérêt, avec Martine et Stéphane et Alexandre, d'essayer de convaincre les gens et les élus de repartir du local pour essayer de recréer un tissu de petits magasins, parce que contrairement à ce qui est dit, c'est comme les fermes, plus il y en a à taille humaine, plus ça crée d'emplois non délocalisables et avec un endettement beaucoup moins fort. Et les magasins, c'est pareil, hein. Si vous avez 2 ou 3 géants par département, ils vont étouffer tous les petits et les moyennes surfaces, et c'est pas vrai, ça crée pas d'emplois, ça les détruit. Merci Philippe. Qui veut rebondir pour la fin de l'émission? Il nous reste une petite, peut-être 2 interventions encore. Alors, Parce je que voudrais...
Vas-y, Pardon, Stéphane. vas-y, je t'en prie. Ce que j'aimerais bien, c'est que, mais il y en a déjà eu des tableaux comme ça, mais refaire le tableau de ce que Stéphane et Philippe disent, c'est que sur 100 euros dans le caddie, il n'y a que 4,50 € pour le. Il faut faire une image là, il faut qu'on fasse un caddie plein, 100 euros dessus, et derrière le paysan qui traîne et qui n'a que 4,50 €. C'est une honte. Une honte. Alors, pour répondre qui c'est qui se met à l'image? On fera le visuel avec grand plaisir. Stéphane. Ouais, pour répondre à la question, d'abord, on a beaucoup parlé, fait des constats et dit qu'on pouvait faire quelque chose, mais comment on peut faire quelque chose? C'est simple, on a créé un site qui vient juste de s'ouvrir aujourd'hui, qui s'appelle Dicrimocratie, DICRIMOCRATI.fr, puisque c'est la Dicrimocratie pour la France.fr. Pour l'instant, il n'y a qu'une seule page. On est en train d'expliquer, on explique comment on fait. En quelques minutes, vous aurez tout compris, vous aurez tout lu. Et si vous voulez agir, c'est simple. Eh ben, vous allez sur un moteur de recherche pour aller taper le code postal de votre ville. Vous prenez le mail ou l'adresse. Après, nous avons à disposition un fichier PDF que vous copiez-collez, soit en impression et vous l'envoyez par courrier. Si vous voulez être plus royaliste que le roi, vous l'envoyez en recommandé avec accusé de réception, ou vous pouvez l'envoyer par mail. Et ensuite, vous nous faites transférer cela. Alors, bien entendu, vous avez toutes les garanties. Vous verrez, on a une page sur les données personnelles. On respecte absolument tout, le RGPD, la CNIL, l'ANSSI, etc. Bien évidemment, ces données resteront confidentielles et sont gardées correctement. Et en 3 minutes, chrono, il vous suffit juste donc d'un copier-coller de l'adresse mail avec la recherche, d'un copier-coller dans votre mail, de l'envoyer et de nous le transférer. Parce qu'on se dit que déjà, si on avait des milliers, des centaines de milliers, voire des millions de citoyens, n'oublions pas qu'on a quand même 34 785 mairies, un peu moins de 35 000 aujourd'hui. Il va y en avoir un peu moins parce que forcément, il va y avoir des maires qui ne vont pas se représenter, des mairies sans liste pour les élections municipales. Donc, effectivement, l'actualité nous donne cette fenêtre météorologique, comme dit l'autre, mais c'est un travail de longue haleine, on peut le faire sans aucun problème. Et nous, on se chargera avec nos petits bras et nos bonnes volontés, on se chargera de faire le suivi, de faire les relances et de comptabiliser tout ça pour voir quelle est la réponse des élus. Voilà. C'est aussi simple que ça. En 3 minutes, vous pouvez remplir votre devoir citoyen et être solidaire des paysans pour que nous puissions après, derrière, aller tout contrôler. Très bien. Et du coup, là-dessus, tout à l'heure, tu as dit, il faut aujourd'hui, ce qui serait bon, c'est de pouvoir hacker le système par la volonté des citoyens. Comment est-ce que votre collectif, votre mouvement propose de s'organiser à ce niveau-là? Vers quoi est-ce que vous, pour ceux qui voudraient faire ce que vous faites, voilà, quelle petite bille vous voudriez donner pour stimuler l'action citoyenne? Alors, c'est très simple. On a lancé ça il y a quelques jours. Aujourd'hui, si vous allez sur le site, on est déjà officiellement des co-appelants, puisque, encore une fois, je rappelle, c'est une association de fait apartisane, insyndicale, apolitique. Chaque personne, qu'elle soit de droite, de gauche, de haut, en bas, quelles que soient ses convictions religieuses, sexuelles, qui vont rester de vote dans la sphère privée, elle continue d'officier à titre individuel, à titre d'association, ou à titre de mouvement, dans le travail qu'elle fait tous les jours. On lui demande juste d'être co-appelant. Co-appelant, c'est quoi? C'est juste relayer cette information. Et nous avons déjà des gens comme Escapade, qui est donc l'engagement solidaire et coopératif pour une agriculture paysanne, avec Jean-Claude Gory. Nous avons aussi le travail magnifique que fait Pamela Doline avec La Passerelle, qui s'occupe de mettre en lien les circuits courts et qui vient de lancer aussi son appel d'e-crime. Nous avons des listes politiques. Alors j'en profite puisque là on est dans la politique de la gestion de la cité. On a la liste Démocratie Directe de Nice qui est portée par Céline Janel et Sylvie Bonaldi à Nice même, qui elle se lance dans la bataille pour les communes à Nice sur un programme
de démocratie directe avec des assemblées. Bref, on rend pas. Et elle aussi est porteuse, dans le cadre de ses propositions, de l'appel du dit crime. Donc, on appelle tout simplement toutes les associations de France, tous les citoyens, tous les mouvements formels ou informels à se saisir de ça. On les ajoutera au fur et à mesure sur le site pour montrer qu'on est de plus en plus nombreux. J'espère qu'on aura du mal à suivre. Ça voudra dire que l'appel sera entendu Ça marche. et qu'on pourra se fédérer. On ne vous demande pas d'argent. On ne vous demande pas votre vote. On ne vous demande pas votre sexualité. On ne vous demande pas en quoi vous croyez. On vous demande d'être juste des citoyens responsables et d'aider nos paysans à reconstruire un nouveau système qui n'aurait jamais dû s'arrêter au sortir de la Seconde Guerre mondiale. On ne va pas refaire l'histoire. Et surtout, en aidant nos paysans de nous aider nous-mêmes, puisque nous nous rendons service. Voilà, c'est aussi simple que ça. Arrêtons de râler. On sait que nous sommes comment dit-il, des Gaulois réfractaires, hein, c'est ça, des grandes gueules en clair. Et C'est Macron au lieu qui a d'être dit des ça. grandes, voilà, c'est ça. Au lieu d'être des grandes gueules, faisons notre devoir citoyen et aussi, surtout, les abstentionnistes, hein, qui sont aujourd'hui des fois plus de 80% dans certaines élections, les citoyens abstentionnistes. Je comprends que l'on puisse plus aujourd'hui supporter la politique politicienne, mais encore une fois, redonnons du sens aux mots. Hein. La démocratie, c'est le pouvoir du peuple, hein, pour le peuple et par le peuple. La façon qu'on devrait être, nous, en tant que citoyens, nous devrions être des acteurs de la cité et donc faire de la politique. Tout ce que nous faisons est politique. Nous ne savons peut-être pas, mais pas comme celle que l'on entend. Donc les abstentionnistes, si ils se sont détournés de la politique à juste titre, et je peux les comprendre puisque je suis un ancien abstentionniste pendant presque 40 ans, qu'ils se saisissent de cet appel. Parlez-en à vos femmes, à vos fils, à vos amants, à vos maîtresses, à vos amis, à tout votre entourage. Interpellez vos maires, hein, parce que n'oubliez pas qu'en France, on a 50% de petites communes en dessous de 1000 habitants. Hein. Donc c'est énorme. N'oubliez pas aussi que ceux qui ne croient plus en la politique, imaginez qu'on ait 1000 communes de démocratie directe qui signent l'appel du dit crime, 1000 communes, et on peut avoir au présidentiel un président ou du moins un candidat démocrate, quelqu'un qui respecte, qui fera de la politique pour ses concitoyens, au service de ses concitoyens. Donc il y a toute une porte d'entrée. Et ce qui est merveilleux, c'est que, un peu comme dit Étienne, la porte de la prison est grande ouverte derrière soi et on est en train de s'engueuler dans la prison. Là, nous, la porte, elle est grande ouverte, elle n'est même pas fermée à clé. Il y a juste à franchir et il y a juste à demander. Et ils ne peuvent pas nous le refuser. Voilà. Alors après, il y aura du temps. Hein, il va falloir recenser tous les endroits pour faire les petits commerces, les petites logistiques de distribution. Ça ne va pas se faire, bien sûr, en 8 jours. Mais ça fait 50 ils ont ans. détruit en 40 ans. Ça fait 70 ans. Voilà, c'est ça. Ça fait 70 ans que ce modèle agricole a montré qu'il était mortifère, hein, un petit peu comme ceux qui pensent que le système mortifère porte en lui sa propre mort parce que la croissance dans un monde fini, ça n'existe pas. Je ne suis pas dans un discours écologiste ultra, hein, loin de moi cette pensée, mais en tout cas, on peut reprendre notre citoyenneté, on peut reprendre notre pouvoir, et donc rejoignez-nous, et à la limite, même si vous n'êtes pas d'accord avec nous, on s'en fout, c'est pas le problème. Faites ce que vous avez à faire, un simple mail, et après, envoyez-nous, on va s'occuper du reste. On vous invite à aller les retrouver. Martine, je te laisse le mot de la fin. Je dis juste c'était vraiment passionnant cet entretien. Nous, on aime à Nexus, justement, voir les solutions qui peuvent stimuler la vraie démocratie, c'est-à-dire le pouvoir citoyen. Mais le pouvoir citoyen, c'est déjà de savoir, en tant que citoyen, en tant que collectif, en tant que population, vers où on veut aller. C'est moi, personnellement, en tant que journaliste, en tant que citoyen, je suis pas d'accord pour dire le problème, c'est que la corruption. Il y a aussi un problème en bas là. Quand je parle avec les voisins, quand je parle avec les gens ici, quand je parle dans les conseils municipaux, les gens ne savent rien sur la politique. Et il y a même une grande méconnaissance politique chez le peuple. Et ça, je dis, ça, c'est un truc sur lequel on a le pouvoir. Alors, on l'a dit là, moi, je vois à côté de chez moi, j'habite à Marseille, les gens sont fracassés par le quotidien, ils sont fracassés par les taxes, ils sont fracassés par toute cette politique. Donc, effectivement, c'est un
un serpent qui se mord la queue, mais on a toujours le moyen de pouvoir arriver à reprendre un peu de pouvoir intellectuel, de se mettre en groupe, au bar, au lieu de parler de foot, de pouvoir, je caricature, mais c'est ce que je vis moi au quotidien, pouvoir juste 30 minutes par jour, essayer de papoter. Ok, qui est-ce que tu as vu de passionnant? Oh, j'ai écouté Stéphane Bernard l'autre jour. Ah, il était bien. Ah, l'autre jour, j'ai vu Philippe Grégoire. Oh, Martine Donnette et Claudio, c'est des héros. Personne parle d'eux alors que c'est des vrais héros. Faut les valoriser. Voilà. Juste des petits trucs comme ça, de pouvoir aussi redire à qui on donne de la valeur, d'arrêter de dire on n'entend pas ça sur les médias traditionnels, on n'entend pas ça sur Antenne 2, machin, je m'en fous. Ça, c'est du pouvoir qu'on a maintenant là sous la main. Donc, restimulons ça. Et à mon avis, la paix politique pourrait venir ailleurs. Merci Martine pour cette émission. Je te laisse le mot de la fin. Et c'était vraiment passionnant de vous recevoir tous les 4. Eh bien, le gigantisme a détruit la paysannerie et le commerce de proximité, le savoir-faire. Redonnons-nous les moyens de recréer l'artisanat. L'artisanat du savoir-faire, l'artisanat de la paysannerie. Revenons les artisans que nous étions et qu'ils ont voulu effacer par rapport à tous leurs milliards de bénéfices, ils ne savent même plus de quoi ils font de leurs bénéfices. Revenons à l'artisanat et nous sommes nous sommes les porteurs de cet artisanat, tous ensemble. Et les associations ont besoin de vous. Si vous ne voulez pas faire le travail, il suffirait d'avoir 25 Martine et Claude pour qu'il n'y ait plus de toute cette fraude, que les préfets puissent faire ce qu'ils font à ne rien faire, en fait, quand les grandes surfaces s'installent illégalement. Si vous ne voulez pas faire le travail juridique que font Martine et Claude, alors que vous pouvez le faire pour certains, au moins soutenez-les économiquement. Soutenons les personnes qui se battent, pas que pour nous, mais pour nos enfants et les enfants de nos enfants, et pour qu'on ait une société apaisée. Merci encore à vous pour cette émission. Et merci à Nexus. Hein, merci à Nexus. Café Nexus, si vous voulez venir. Merci les amis. Café Nexus, le 7 février, 14h, 18h, au 14 rue de Patay, dans le 13e. On va essayer d'en mettre dans toute la France, mais pour l'instant, on essaie déjà de stabiliser le format là, où justement, on essaie de questionner la politique, de recréer quelle société idéale on voudrait pour demain. On s'autorise à penser tout, on s'autorise à faire des cafés éthiques, à penser l'éthique, à faire des ateliers constituants et tout ce qu'il faut. Et le dernier magazine Nexus est en kiosque. N'hésitez pas à le trouver près de chez vous et sur nexus.fr. Plus vous êtes d'abonnés, plus on peut embêter le gouvernement. Alors allons-y. Si la vérité dérange, autant qu'on soit beaucoup à la dire. Bye bye à tous. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.